bonjour à toutes et à tous. J'ai assisté à l'après-midi. C'était pour moi un voyage extrêmement intéressant parce que ce sont des hôpitaux que je connais bien, parce qu'en fait, je passe ma vie dans les hôpitaux. Moi, je connais bien le CHU de Caen, le paquebot, mais Beaujon. Je fais ma thèse à la Salpêtrière dans le pavillon Castaigne. Vous voyez, donc ça m'a rappelé des tas de souvenirs, à l'hôpital de Tours, etc. Et j'aime beaucoup les hôpitaux. Par contre, je vais vous parler d'autre chose. Je vais vous parler d'autre chose et j'ai choisi de vous présenter un travail que j'ai très peu présenté jusqu'à présent, parce que c'est un travail qui est en cours. Mais vous allez voir, il y a un lien direct avec Saint-Lô, parce que Frédéric Marie, ici présent, m'a appelé il y a quelques mois pour me proposer d'intervenir ici. Et on a échangé. Je lui ai dit que j'étais en train de mettre en place une étude qui devait d'abord se passer à Caen, puis en fait, vous allez voir, qui se passe dans l'ensemble de la Normandie. Et il m'a mis tout de suite en contact avec Madame le maire de Saint-Lô, ici présente, que je remercie. Et comme ça, vous allez voir, on a pu recueillir des données, je pense, extrêmement intéressantes sur l'ensemble de la Normandie. Vous allez apprendre progressivement. Alors, moi, je suis neuropsychologue de formation. Je suis chercheur. Bon, j'ai longtemps dirigé une unité INSERM et puis un centre de recherche qui s'appelle Cicéron à Caen. Et j'ai travaillé beaucoup sur les maladies dégénératives. Je travaille sur la mémoire et les maladies de la mémoire. Et puis, il y a en gros une quinzaine d'années, j'ai un peu bifurqué en travaillant sur la mémoire des traumatismes. Et nous avons notamment lancé avec un historien qui s'appelle Denis Péchanski un gros programme de recherche qui s'appelle Mémoire 13 novembre, donc sur les conséquences des attentats du 13 novembre 2015 à Paris, donc avec plusieurs cohortes qui sont suivies, dont une dans mon laboratoire à Caen. Et nous avons travaillé comme ça beaucoup sur le traumatisme psychique, sur le trouble de stress post-traumatique. Et par exemple, dans ce papier de Science que je détaille pas, nous montrons les mécanismes physiopathologiques qui sont à l'origine des intrusions. Vous savez, le fait que les personnes qui sont traumatisées ont des images comme ça qui leur reviennent sans arrêt dans l'esprit, avec l'impression de revoir vraiment au présent ce qu'ils ont vécu. Alors, il y a eu ce travail-là dans lequel on a développé beaucoup de méthodologies et puis un cadre théorique sur l'articulation entre la mémoire des personnes. On a chacun notre mémoire dans notre esprit et dans notre cerveau, mais comment cette mémoire est articulée avec différentes strates des mémoires collectives. Et dans une autre série de travaux, on a fait ce papier assez incroyable, qui porte cette fois-ci sur la Deuxième Guerre mondiale, avec une méthodologie assez complexe que je ne détaille pas, qui est parue dans Nature, et qui montre que le fait d'être plus ou moins en contact, alors ce sont des jeunes qui ont une trentaine d'années, le fait d'être plus ou moins en contact avec des connaissances sur la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, modifie les représentations cérébrales de la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire que quelque part, il y a cette mémoire de la Deuxième Guerre mondiale qui s'installe dans le cerveau des personnes. Alors bon, ça a été un papier assez détonnant. Et là-dessus, nous avons eu l'idée, alors il y a toute une histoire derrière cette étude. C'est des liens d'abord avec la mairie de Caen qui nous aide beaucoup dans ces projets, et notamment qui accueille les participants qui viennent de toute la France dans nos études. Vous voyez, ce sont les chauffeurs et les voitures de la ville de Caen qui vont chercher les participants donc à la gare et qui les emmènent soit au labo, soit dans les hôtels, etc. Donc on a développé des relations avec la mairie de Caen. Et puis, évidemment, on a un peu sympathisé. Et puis, il y a à peu près 3-4 ans, la mairie et puis les personnes concernées m'ont dit il faudrait nous aider, si vous pouvez, à organiser les cérémonies du 80e anniversaire. Alors moi, c'était loin de mes prérogatives, vous voyez, a priori. Et puis, ce sont des gens qui sont convaincants, puisqu'ils m'ont mis à disposition des témoignages de personnes. Et là, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, parce qu'il y avait les témoignages de ce que les personnes ont vécu, mais comment ces témoignages, en fait, avaient influencé l'ensemble de leur vie. Et ça faisait écho à des travaux qui m'intéressent, un champ théorique qui m'intéresse, c'est-à-dire que c'est l'impact, en quelque sorte, de la mémoire autobiographique sur l'identité des personnes. Et donc, ça a été la réflexion sur ce qu'on pouvait faire au moment
du 80e anniversaire. Donc c'est un projet, vous voyez, sur lequel on a commencé à réfléchir pendant 3 ans, obtenir les autorisations nécessaires, les comités d'éthique, un peu de financement, etc. Alors, je ne vous rappelle pas ce qui s'est passé en Normandie, évidemment pendant la guerre, la période d'occupation, la Seconde Guerre mondiale, le débarquement sur les plages, l'avancée des forces alliées, ça dure une partie de l'été, avec l'objectif de libérer la Normandie, et puis avec des conséquences évidemment extrêmement lourdes, en termes bien sûr de pertes militaires, civiles également, les destructions massives d'infrastructures, et puis des populations déplacées, ce qu'on connaît peut-être un petit peu moins, il y a beaucoup d'exodes. Moi, je l'ai d'ailleurs en partie découvert à cette occasion. Je ne commente pas trop cette diapo, hein, qui est un petit peu hors sujet. Alors, le contexte théorique, en fait, c'est la mémoire autobiographique, c'est la mémoire de nous-mêmes, qui est confronté à un événement traumatique. Et cet événement traumatique, en quelque sorte, il va bousculer la cohérence de notre vie, de notre représentation de notre vie personnelle. Et toute la difficulté, ça va être d'essayer d'intégrer ce traumatisme pour permettre à nouveau une intégration correcte, à la fois dans notre mémoire personnelle, mais également dans nos interactions avec les autres. Et c'est ce que l'on va étudier dans ce projet, vous savez, qui n'est pas un projet d'histoire, hein, même si évidemment il y a des liens avec l'histoire, et on travaille évidemment avec des historiens, mais c'est un projet qui fait quand même partie de l'histoire, parce que c'est l'histoire de ces personnes, et c'est l'histoire en quelque sorte du traumatisme de ces personnes, et comment il va participer à colorer ou non la mémoire collective de cette période tragique au niveau mondial. Alors, bon, l'objectif est de comprendre l'influence des événements de la bataille de Normandie, hein, au sens large. Hein, au départ, on partait des bombardements de camps, mais on est allé beaucoup plus loin. Sur l'histoire de vie et l'identité des personnes civiles qui l'ont vécu. Hein, c'est un programme ciblé, hein, sur les civils. Comprenez, c'est important de comprendre ça. Alors, bon, il y a la flèche qui est un peu amusante, là, sur la gauche, ce qui se passe en 1944. Et ce qui est une des originalités, c'est un recul inédit, parce que c'est 80 ans après, oui, ce qui est considérable, un recul inédit pour comprendre comment ces expériences, souvent difficiles à intégrer, ont été assimilées, ont potentiellement ressurgi au fil du temps et ont façonné l'identité et l'histoire de vie des personnes concernées. Alors, cette diapo-là, elle est un peu sensible. Je vous demande de l'indulgence. Le concept de point aveugle, il a été proposé par plusieurs historiens. Qu'est-ce que ça veut dire, ce point aveugle? C'est un relatif silence collectif qui a trait à la mémoire des civils pendant la guerre, hein, pendant une longue période. Alors, moi, on peut le lire de différentes façons. Moi, je propose de commencer par la droite. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les civils parlent peu de cette période? Alors, il y a plusieurs raisons. On est d'abord dans l'après-guerre dans le contexte de la reconstruction. Donc, il faut reconstruire, il faut tourner la page. Et même pour les personnes qui veulent parler, il n'y a généralement pas d'oreille attentive. Je pense que c'est la première raison. Deuxième raison en bas, les stigmates psychologiques. Beaucoup de gens qui ont été véritablement traumatisés sur le plan psychique. Les familles sont dans une grande souffrance et elles ont du mal à parler. Sur la gauche, ce que certains historiens appellent aussi une concurrence mémorielle. Moi, c'est un terme qui ne me choque pas, parce que la mémoire, elle fonctionne comme ça. Quand on parle des attentats de Paris, moi, je travaille sur le 13 novembre, et très souvent, on me dit « Ah oui, c'est vous qui travaillez sur le Bataclan ». Et je dis non, je ne travaille pas sur le Bataclan. Je travaille sur le Bataclan, les terrasses, les abords du Stade de France, je travaille sur tout ça. Hein, toutes les personnes qui étaient sur ces différents lieux. Même chose pour janvier 2015, il n'y a pas que Charlie Hebdo. Il y a bien sûr Charlie Hebdo, hein, mais il y a l'hypercachère, il y a la policière de Montrouge. Vous voyez, et on continue comme ça. Et là, c'est un petit peu ça. Donc il y a une concurrence mémorielle, c'est-à-dire qu'il y a d'abord des événements majeurs, c'est l'hommage aux héros et aux résistants. Donc ça, c'est l'immédiate après-guerre. Évidemment, ça va continuer après. Ensuite, il y a la mémoire de la Shoah. C'est plus nuée brouillard dans les années 55-56. Vous voyez, il y a plusieurs régimes de mémorialité où les civils, pendant la guerre, vont avoir du mal à trouver une place. Et puis en haut, il y a également des discussions, mais qui sont plus pointues et un peu polémiques sur les stratégies militaires. Et ça, je ne commente pas parce que je ne suis pas du tout compétent.
Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, ce ne sont pas des méthodes complexes. Je vous ai montré tout à l'heure toute une artillerie d'imagerie cérébrale, de PET scan, etc., des choses extrêmement complexes. Là, c'est presque main nue. On y va presque main nue avec 2 enregistreurs et puis des stylos, un papier. Enfin, vous allez voir, c'est extrêmement simple. Par contre, il y a un cadre théorique derrière qui est, je pense, intéressant et que je vous demande d'essayer de comprendre dans 2-3 diapos, peut-être un tout petit peu plus compliqué que les autres. Donc, le cadre théorique, c'est l'identité narrative. C'est-à-dire qu'on a tous, quelque part, une mémoire dans notre tête, mais la difficulté, c'est que cette mémoire, il faut, surtout quand on s'intéresse à des contenus complexes comme ça, il faut pouvoir l'exprimer. C'est ça qu'on appelle l'identité narrative. Donc il y a en quelque sorte un trait d'union là qui est loin d'être simple. Et donc c'est ça qu'on va essayer d'investiguer. Donc à partir d'entretiens enregistrés au domicile des personnes. Donc ça c'est une contrainte forte, c'est-à-dire qu'il fallait qu'on aille aux différents endroits, à la fois en Normandie et en dehors de Normandie, parce que les gens ne sont pas restés à la même place. Il y avait toujours 2 personnes qui menaient les entretiens. Je pense que ça, c'était aussi une bonne idée, ce qui permettait d'avoir des rencontres plus souples et d'organiser l'entretien. Et puis, il y a des dessins de friche, je vais vous montrer des exemples, avec une double portée de ces entretiens, une portée scientifique, ça, je vais surtout insister là-dessus, et puis une valeur patrimoniale, puisque le but, c'est que c'est ce qui est enregistré et puis ce qui est également photographié. Je vous montrerai des exemples à la fin. Donc le but, c'est que ce soit versé d'abord aux archives de Caen, et puis ensuite de la ville de Caen, et puis ensuite dans d'autres archives, y compris aux archives nationales. Donc les personnes sont au courant de ce double objectif. Donc c'est très important, parce que nous arrivons chez elles avec en fait cette double casquette, vous voyez, de chercheurs universitaires, et puis également cette dimension patrimoniale qui est évidemment très bien comprise. Alors avec des recueils parfois de témoignages exclusifs, extrêmement émouvants, parce que ce sont des gens, certains qui n'ont jamais parlé, donc qui vont nous parler à nous, c'est-à-dire mon étudiante et moi ou les autres collègues qui ont participé. Et donc, je pense que c'est très important. Et c'est là aussi une dimension historique, de l'intérêt historique de ces entretiens. Alors, comment ça s'est passé? Je vous ai dit, c'est un projet sur lequel on réfléchit depuis maintenant peut-être 3 ans et demi. Et avec, je pense qu'on a eu une bonne idée, parce qu'on s'est projeté dans le temps. Tout le monde commençait à nous parler du 80e anniversaire, ce serait quelque chose d'extraordinaire, etc., pour des tas de raisons. Donc, on a reçu ça. Et en fait, le recueil des données, on l'a fait entre la mi-février et le 5 juin, vous voyez, la veille du 6 juin 2024. C'est-à-dire que tous les entretiens, on les a retenus, on les a récoltés à un moment. Si vous étiez en Normandie à ce moment-là, tous les villages étaient pavoisés. Enfin, il y avait une ambiance de fête, c'était extraordinaire. Tous les journaux, on ne pouvait pas ouvrir un journal sans qu'il y ait des pages entières consacrées à cette période. Donc il y avait ce moment très important. Alors la prise de contact, elle a été prise dans un premier temps pour les premières personnes par la direction du service du protocole de la ville de Caen. Et puis, comme je l'évoquais au tout début, en fait, ça s'est étendu à d'autres villes, comme la ville de Saint-Lô, et puis d'autres villes, les grandes villes de Normandie, Rouen, Le Havre. On est allé à la fin. Et puis des villes plus petites, des chefs-lieux de canton, mais qui avaient été aussi massivement pris dans la guerre. Plus des associations, des fondations, des journaux locaux très actifs, et puis différentes personnes, y compris des historiens qui nous ont aidés. Alors ça, c'est la première partie. Deuxième partie, donc c'est ce qu'on fait depuis juin. J'y reviendrai un petit peu si on a le temps. C'est le travail de retranscription d'abord, le speech to text, c'est-à-dire ce sont des machines qui transforment donc, ce qu'on a enregistré en texte écrit pour le mettre dans un certain format. Alors les machines travaillent bien, mais il faut quand même tout relire. Enfin, c'est un travail assez lourd, assez fastidieux, très intéressant, parce qu'en fait, on découvre des choses. C'est un peu blow-up, vous voyez, c'est la version auditive de blow-up, mais ça prend beaucoup de temps. Puis ici, ce sont les personnes, donc 64 personnes, les différents départements. Donc le plus, c'est dans la Manche. Alors, la Manche, c'est Saint-Lô, mais pas que, Cherbourg, toute l'opération Cobra qui à l'ouest de Saint-Lô. Et alors les âges, c'est un tout petit peu trompeur parce qu'il y a effectivement une personne de 79 ans et une autre de 83 ans, mais ce sont vraiment les très jeunes
qui étaient détenteurs en fait, d'une mémoire particulière, donc on a voulu les inclure. Mais tous les autres avaient plus de 90 ans, entre 90 et 104 ans. Et 104 ans, je pense que Madame le maire, vous avez reconnu une dame de Saint-Lô, qui est malheureusement décédée cet été, qui était notre doyenne. Hein. Voilà. Alors, les participants sont répartis dans les grands sites de la bataille de Normandie. Bon, les plages, je ne prends pas la souris parce que c'est un peu difficile, mais vous connaissez les plages. Hein. Omaha Beach, Utah Beach, Sainte-Mère-Église, le pont de la Fière, vous savez, c'est le fameux pont que dans Il faut sauver le soldat Ryan. Donc, il y a une personne qui avait sa maison là et qui a encore une petite cabane américaine sur le terrain parce que la maison a volé en éclats. Et donc, et puis alors Saint-Lô. Bon, Caen, j'aurais dû commencer par là. L'opération Cobra, c'est toute la descente des troupes américaines jusqu'au sud du département de la Manche. Et puis, il y a une partie qui part en Bretagne et une partie qui remonte comme ça. Et ce qui est en vert, c'est ce qu'on va appeler la poche de falaise, où les armées allemandes sont prises en étau entre les Américains qui reviennent du sud, plus la 2e DB qui arrive, et puis qui a débarqué entre-temps, et puis du nord, donc les Canadiens, les Anglais, les Polonais qui ont rejoint. Et là, c'est absolument terrible. Si vous regardez, si vous ne connaissez pas bien l'histoire, vous tapez le couloir de Chambois. Et donc, on a vu des personnes de toute cette période, toute cette région de Falaise, Chambois. Ce sont vraiment des personnes qui sont prises dans un champ de bataille terrible. Puis ensuite, on est allé dans les grandes villes, Rouen et puis surtout Le Havre, qui a été bombardé, vous savez, au mois de septembre. On en a reparlé récemment à la radio et à la télévision. Alors ça, c'est une des idées aussi, je pense, qui était intéressante, c'était de commencer. C'est-à-dire que les personnes nous attendaient chez elles et on essayait de calmer le jeu. C'est-à-dire qu'elles étaient vraiment dans les starting blocks pour nous parler et on essayait de calmer le jeu. Et alors bon, c'était le café, les petits gâteaux, tout ça. Et c'était très immersif. Hein. Ce n'était pas du tout le laboratoire. Ceci dit, on avait quand même un guide extrêmement strict pour notre entretien. Mais ça avait une souplesse du fait qu'on enregistrait. Et alors, cette frise-là, ça permettait de dire on va travailler sur la mémoire, mais la mémoire de façon générale, votre mémoire, pas seulement la mémoire de la guerre. Et cette frise, vous voyez, elle représente le temps qui passe depuis 40, voire en deçà pour les personnes les plus âgées. Puis on ajoutait aussi l'âge des personnes, ce qui permettait de bien expliquer la méthodologie. Et le but, c'était de demander aux personnes les moments de leur vie où ils ont le plus de souvenirs par rapport à d'autres. Hein, il y a des fluctuations, il y a des moments où on forme beaucoup de souvenirs, c'est subjectif, hein, puis des moments où on en forme moins. Alors, je vous montre l'exemple d'une personne. Il faut regarder le trait noir, c'est ce que dessine la personne. Vous voyez, donc elle a beaucoup de souvenirs à partir de son âge de 8 ans. On peut comprendre, hein, c'est là les premiers souvenirs, mais elle en a beaucoup d'emblée. Voyez. Puis après, ça fluctue, puis ça remonte à la fin, c'est ce qu'on appelle l'effet de récence. Et le pointillé rouge, c'est ce qu'on observe. Il y a des centaines d'études avec des méthodologies extrêmement différentes. Il n'y a pas celle-là. Celle-là, elle est simple hein, pour que les personnes comprennent bien. Mais il y a des centaines d'études qui montrent cette courbe rouge, qu'on appelle la courbe de Rubin, parce que c'est lui le premier auteur à l'avoir décrite, avec l'amnésie infantile, vous voyez, sur la gauche. On n'a pas de souvenir de notre petite enfance. Le pic de réminiscence, quand on a entre, en gros, 15 ans et 25 ans, c'est toutes les premières expériences. Moi, j'ai une première expérience à Saint-Lô, c'est mon premier bulletin de salaire. Parce que j'avais travaillé à l'hôpital psychiatrique de Saint-Lô, j'ai touché mon premier bulletin de salaire à Saint-Lô et je m'en rappelle encore, c'est à la Société Générale. Et puis ensuite, c'est la vie, c'est le long fleuve tranquille. Et puis l'effet de récence, parce qu'on se rappelle évidemment bien des dernières semaines. Alors, voilà, là, c'est très simple hein, ce qu'on a fait. Mais ce qu'on montre, c'est que le pic de réminiscence, il commence direct. Ces personnes qui ont vécu ces événements-là, en tout cas lui, mais il y en a beaucoup, c'est comme ça, c'est direct, ils sont dans le pic de réminiscence. Il n'y a pas l'enfance, il n'y a pas l'enfance qui arrive tout doucement. Alors, là, c'est un peu le cadre théorique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va leur demander et qu'est-ce qu'il y a comme idée derrière. Alors, la première chose, c'est qu'est-ce qu'ils ont vécu. Alors ça, c'est le côté peut-être un petit peu plus proche d'un entretien historique. Alors ça, on l'a élaboré avec des collègues historiens. Où est-ce qu'ils habitaient, la situation de la famille, l'emplacement de la personne au moment de la libération. C'est là qu'on a vu qu'il y en a beaucoup qui ont bougé.
le type d'événement vécu, s'ils ont perdu des proches, évidemment, tout ça, l'impact physique, psychologique des événements. Et puis, la partie identitaire, c'est ce qui s'appelle la signification attribuée aux événements. Alors ça va être très important pour les analyses ultérieures, avec des phrases. Alors, la phrase n'est pas toujours posée comme ça, mais le but, c'est quand même d'arriver à ça. Diriez-vous que ces événements font partie de vous? Ont-ils contribué à façonner la personne que vous êtes aujourd'hui? Donc le but, vous voyez, c'est étudier le sens donné à l'événement et comment cet événement, la mémoire de cet événement, s'intègre dans l'histoire personnelle et dans l'identité de la personne. Et ensuite, la dimension sociale et culturelle. Vous voyez, on fait en quelque sorte des strates dans la mémoire. On part de la mémoire vraiment individuelle, personnelle, identitaire du participant, puis progressivement, on va partir dans les aspects plus sociaux, sociétaux, pour les grandes étapes de la vie, c'est-à-dire l'enfance, l'adolescence, la vie adulte, et puis maintenant, ce sont des personnes âgées. Et le but, c'est d'examiner, de comprendre, d'examiner l'engagement et les pratiques commémoratives et les échanges avec les autres, parce qu'il y a plusieurs, évidemment, plusieurs situations, et des personnes qui s'engagent massivement dans les actions de commémoration, puis d'autres, au contraire, qui en sont très très loin, qui vont vraiment essayer de tourner la page. Donc évidemment, il faut tenir compte de tout ça. Alors je vous disais, on y va presque à main nue. Pas tout à fait. On a quelques frises que l'on monte comme ça. Ce sont des photos que l'on commente. Ce sont des grands événements sociaux. Là aussi, on s'est fait aider d'historiens pour choisir ces photos. Alors, bon, par exemple, la création de la CEE, la création du musée mémorial de Caen, le 50e anniversaire dont nous échangions tout de suite à la pause sur le 50e anniversaire, qui est le premier grand anniversaire du débarquement. Puis le 70e, alors là c'est François Hollande et Barack Obama, ça se passe sur la plage de Ouistreham, Rivabella, et c'est la première fois qu'un discours de président est vraiment orienté vers les civils. C'est la première fois, 70 ans après. Et puis il va y avoir la création du musée des civils pendant la guerre de Falaise, que je vous recommande si vous avez un petit peu de temps à passer en Normandie, qui est extrêmement intéressant. Alors, est-ce que ces événements-là, vous voyez, vous ont marqué, ont contribué en quelque sorte à votre mémoire? Alors ça, c'est à la fin. On arrive à la fin de la méthodologie. C'est une nouvelle frise. Vous voyez, elle ressemble comme deux gouttes d'eau à celle que vous avez vue tout à l'heure. Sauf que là, la question est différente. Et puis, elle arrive à la fin, une fois que les personnes ont beaucoup parlé de ce qui leur est arrivé. Et là, c'est l'impact, en fait, de la guerre tout au long de leur vie. Les souvenirs de la guerre tout au long de leur vie. Et c'est là qu'on a des profils qui sont extrêmement différents. Alors, ce moment-là est aussi enregistré, ce qui est très intéressant parce que, bon, il y a ce qui est dessiné par les personnes et puis il y a ce que les personnes disent. Alors, par exemple, vous voyez celle qui est en haut ici, une mémoire en plus qui est très précise. Vous voyez, les personnes vont dire, oui, mais ça, je pense toujours à ça, 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 ça. Il y a ça qui me pose problème, parce qu'il y a aussi des problèmes moraux qui sont derrière. Comment ça s'est passé? Comment ça aurait pu se passer? Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Qu'est-ce que mes parents auraient pu faire? Et ce sont des choses qui vont entre guillemets, les tarabuster toute leur vie. La frise B, elle est très différente. Il y a des souvenirs dans un premier temps de la période de la guerre, et puis alors, avec parfois des ruptures spatiales, hein. Enfin, ça vous parle en tant qu'architecte, c'est des gens qui vont quitter la France. Tellement ils ne peuvent plus rester là. Ils vont quitter la France, ils vont partir en Afrique, en Amérique, en Angleterre. D'ailleurs, parfois avec des liens avec les alliés, pour des raisons diverses. Et puis, ils reviennent. Ils reviennent alors au moment de la retraite, souvent. Et là, ils prennent une activité de mémorialisation, ils vont dans les écoles, ils vont transmettre ce qu'ils ont vécu. Alors que pendant tout un temps, ils ont juste parfois quelques correspondances avec des personnes, mais à minima. Puis alors ici, vous voyez, c'est des gens qui n'ont jamais parlé et puis qui se retrouvent avec nous. Avec nous, parce que je vous dis, on est toujours deux. Alors c'est des moments très émouvants, d'autant qu'on avait accepté, c'est comme ça, la présence d'un tiers, qui pouvait être un enfant, enfin une fille, le fils, le conjoint, dans certains cas. Et donc, parfois, c'est la révélation c'est ma vie en 1 heure et demie.
C'est ma vie en 1h30. Parce que la seule contrainte qu'on essayait de respecter, c'est que ça ne dure pas plus d'1h30. C'est pour ça qu'on devait bien contrôler les récits pour pas que la personne soit trop fatiguée. Vous voyez, parce qu'1h30, c'est déjà beaucoup, puis ce sont des éléments très émotionnels. Alors, on a des choses comme ça. Et alors, ça veut dire que, non, j'ai mis ça à l'arrière-plan pendant toute ma vie. Et quand je monte cette courbe-là, je vois la dame. Je l'ai vue, c'était loin, c'était au sud de la Bretagne. Et cette dame, donc je lui dis, vous me racontez tout ça aujourd'hui, et donc vous n'en avez jamais parlé? Non, je n'en ai jamais parlé, mais vous y pensiez quand même de temps en temps. Et là, j'ai cru qu'elle allait me prendre par le callback, excusez-moi l'expression, en me disant, monsieur, j'y ai pensé tous les jours de ma vie. Donc vous voyez, il faut traduire cette courbe. Il y a à la fois la mémoire exprimée, explicite, puis il y a aussi la mémoire implicite. Alors bon, tout ça, ça va être notre travail, qui va être de décrypter en fait ces entretiens. Je vais aller vite sur cette diapo parce que je pense qu'on est un petit peu pris par le temps. Mais le principe, c'est de comprendre en fait l'autobiographie de ces personnes, comment elles font face à ces événements vécus, comment elles vont potentiellement réécrire, c'est ce qu'on appelle la signification situationnelle, les événements vécus. Et d'ailleurs, quand on demande des précisions aux personnes, on voit que l'événement, il bouge d'un moment à l'autre. C'est le même événement, hein, l'événement il a eu lieu, mais il est interprété de façon différente d'un moment à l'autre, que ce soit l'événement lui-même ou les modifications des croyances sur le monde. Par exemple, le problème de la violence. Est-ce que c'est bien la violence? Non, c'est pas bien la violence. Mais pourtant, à certains moments, on a eu besoin de la violence. Vous voyez, il y a toute cette réflexion qui hante en quelque sorte les récits des personnes. Donc, on va se servir de tout ça. Donc, je vous disais, on est en train de faire les retranscriptions, de les relire, de les remettre ensuite dans un certain format. Et c'est ensuite des analyses textométriques qui sont faites sur ces textes avec des systèmes d'intelligence artificielle. Alors là, on travaille avec une équipe de l'École normale supérieure de Lyon qui est spécialisée dans ce domaine avec un logiciel qui s'appelle TXM. Parce que le but, c'est bien sûr de faire des analyses qualitatives, mais c'est d'arriver à des analyses quantitatives de ces récits. Et c'est là qu'on bénéficie beaucoup des travaux que l'on fait sur le 13 novembre. Parce que le 13 novembre, on a commencé le recueil de récits qui sont un petit peu de même nature, même si l'événement est très différent. On a commencé en 2016. Donc 2016, 2018, 2021 et puis bientôt 2026. Et donc on a ces entretiens qui sont considérables, qui sont encore beaucoup plus complexes que là, parce que c'est beaucoup plus de personnes. Il y a une étude qui s'appelle l'étude 1000, c'est 1000 personnes, 1000 entretiens. Et c'est 928 heures pour une fois. Vous voyez, une première phase, 928 heures d'entretien sur l'ensemble. Donc on est obligé de passer par du quantitatif parce que, évidemment, on peut toujours extraire une observation. Mais disons que la vocation du labo, c'est d'essayer toujours de faire un travail scientifique. Alors, là, j'ai mis quelques volets comme ça de thématiques qui vont être abordées. Donc, il y a une étudiante qui fait sa thèse sur ce sujet. Bon, toute la partie émotionnelle, ce qui est en fait peut-être le plus simple, hein, c'est de repérer les stigmates émotionnels dans les récits. La cohérence, hein, comment la personne retrouve une cohérence dans son autobiographie. Et puis des études supplémentaires qui seront faites plus aux frontières de la sociologie. Et puis des analyses qualitatives, hein, je remets ici, qui vont accompagner l'aspect quantitatif. J'ai mis ici plusieurs éléments à considérer. Alors, ce ne sont pas vraiment des thématiques, ce sont plus des éléments un peu explicatifs. Certains qu'on avait, disons, anticipés. Enfin, moi, je travaille sur la mémoire, je vous l'ai dit depuis longtemps. J'ai beaucoup travaillé sur les maladies dégénératives, la maladie d'Alzheimer, le vieillissement en général. Et il y a un phénomène qu'on connaît relativement bien, qu'on appelle la loi de Ribot. La loi de Ribot, c'est-à-dire que quand on vieillit, et encore plus chez des personnes qui ont une maladie dégénérative, ces personnes vont avoir tendance à relire leur passé lointain.
Ribot, qui est un auteur de la fin du XIXe siècle, avait écrit Le récent s'efface toujours avant l'ancien. C'est-à-dire que l'ancien, vous voyez, les souvenirs anciens, ont un statut particulier dans notre mémoire et ils sont plus résistants en fait aux pathologies. Et donc on s'est dit, on va être dans un moment particulier de la vie de ces personnes qui sont très âgées. Vous avez compris qu'elles sont très âgées. Et puis elles arrivent à un moment de leur vie où elles ont besoin de raconter, tout du moins à elles-mêmes, mais potentiellement aux autres, une histoire cohérente d'elles-mêmes, y compris de ce moment tragique qui va être mis sur le devant de la scène lors des commémorations. Donc elles ont besoin de ça vis-à-vis d'elles, vis-à-vis de leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs proches, et puis vis-à-vis aussi de l'histoire avec un grand H, parce qu'en fait, elles se sont retrouvées dans l'histoire avec un grand H, et l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, c'est évidemment pas rien. Donc ça c'est un élément explicatif qu'on avait anticipé. Puis il y en a un autre, alors là moi personnellement, que je n'avais pas du tout entrevu, parce que j'avais beaucoup plus mis l'accent sur le premier, c'est le présent. Et en fait, on s'est retrouvé avec des gens, je pense, qui sont exceptionnels, parce que ce sont des gens qui sont âgés, très âgés, mais qui sont exceptionnels. Déjà, ils ont une ouverture d'esprit, ils nous accueillent, alors que ce n'est pas forcément facile de parler de tout ça, de reparler de tout cela. Et en fait, les gens nous parlent de l'actualité. Alors, à l'époque, c'était essentiellement déjà l'Ukraine et déjà Gaza, et avec des conduites d'évitement qu'elles n'avaient pas auparavant. Par exemple, de ne plus regarder la télévision le soir. Ce sont des gens qui sont très informés. Ce sont des gens qui lisent les journaux, qui regardent la télévision, etc., enfin, qui utilisent les médias. Mais là, non. Là, on ne regarde plus la télévision le soir, on se protège. Et avec ce n'est pas vraiment des symptômes, mais des stigmates de traumatisme qui réapparaissent. Vous voyez, qui réapparaissent depuis 2-3 ans. C'est ce qu'on appelle le trouble de stress post-traumatique différé. Alors, ça a été décrit. Ça n'a jamais été décrit sur des espaces de temps comme ça, aussi longs. Alors ça m'a beaucoup, beaucoup intéressé. On est en train de faire un travail spécifique sur ce sujet-là avec des psychiatres qui sont spécialisés dans le psychotraumatisme. C'est une équipe de Strasbourg. Et puis, ça, c'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup intéressé, c'est la vision d'enfants. C'est-à-dire, ce sont des gens, ils sont très âgés, ils sont devant vous, ils sont très âgés, mais en fait, ils étaient enfants. Ils étaient enfants, adolescents quand ils ont vécu tout ça. Et aujourd'hui, quand ils vous parlent de tout cela, ils vous parlent de cela par rapport à leurs parents, en se disant, mes parents sont mes... Alors les parents au sens large, parce que ce sont des familles, des fois il y a les voisins, enfin, c'est un monde très rural. La Normandie d'il y a 80 ans, c'est très très rural. Même des villes comme Saint-Lô sont des petites villes, les gens se connaissent, etc. Et donc les personnes, on voit qu'elles ont dans leur esprit, au-delà du souvenir, le fait qu'il y a une réflexion sur ce qu'ont vécu leurs parents et comment ils ont réussi à organiser les choses pour que les enfants souffrent le moins possible. Donc cette dimension-là est très émouvante. Bon, voilà quelques éléments de réflexion, mais vous avez bien compris qu'on est dedans, on est en train de faire les analyses. Et là, c'est plus que ce qu'on perçoit en ayant fait les entretiens. Donc, plusieurs types de distanciation, minimisation, rappel d'anecdotes amusantes pour alléger le ton, déni de l'impact de l'événement. Alors, la réflexion philosophique sur le sens de la vie, elle apparaît beaucoup. Elle apparaît beaucoup, au-delà des faits, vous voyez. Alors, typiquement, j'ai envie de dire, l'acteur qui est au centre de cette réflexion, c'est pas toujours, mais souvent, c'est le soldat allemand de la Wehrmacht. Vous voyez, qui est l'ennemi, c'est l'ennemi, et en même temps, il a de temps en temps, certains d'entre eux, une conduite qui s'écarte de la conduite de l'ennemi. Alors, il montre des photos de ses enfants. C'est souvent un vieux soldat. Alors, je pense qu'il n'est pas vieux, mais vous voyez, comme ce sont des gamins, il doit avoir 40 ans, donc il est très, très vieux, quoi. Et il montre des photos de ses enfants. Il ferme les yeux sur des personnes ou des scènes qu'il feint ne pas voir. Si j'ai le temps, je vais vous montrer une photo, vous allez voir, qui est impressionnante. Alors, il y a la question de la vérité. J'ai commencé à présenter ça
l'autre jour à des collègues. Alors, évidemment, ils m'ont posé la question de la vérité, la véracité. Alors, bon, il y a plusieurs types de réponses. C'est-à-dire que ce que je veux dire, hein, c'est est-ce que c'est vrai, ce que les gens nous racontent. Alors, il y a le filtre qui est très important, j'ai insisté là-dessus, comment nous sommes en contact avec ces personnes. Il y a le filtre des municipalités. Ce sont des personnes, il n'y a pas d'imposteurs. En tout cas, parmi les 64, je pense qu'il y en a très peu. Et après, les personnes nous racontent des événements publics. Il y a même des personnes qui nous racontent des faits historiques. Donc, elles nous les racontent à leur façon. Ça, c'est ce qui nous intéresse. Mais ce sont des faits publics. Et puis, à côté de ça, il y a des faits totalement intimes chez les mêmes personnes. Je n'ai pas le temps de développer, mais j'ai un exemple où il y a une personne qui est confrontée à un fait historique. C'est-à-dire c'est un aviateur canadien. Son avion est descendu. Et donc, cet aviateur canadien, il est revenu X fois en Normandie. Ça, c'est un fait historique. Puis à côté de ça, dans la maison, il y a un soldat SS qui dit à sa mère de lui enlever ses bottes. En plus, la mère est enceinte. C'est quasiment biblique, quoi. Et là, il y a le père qui arrive et qui prend le pas sur le soldat allemand. Bon. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Mais c'est très intéressant. Pour nous, en fait, c'est ça, c'est l'image du père qui va nous intéresser, ce père protecteur, l'image de la mère, c'est tout ça qui va nous intéresser. Donc, la question de la vérité, ceci dit, il ne faut pas l'éluder. Bon, le TSPT, c'est trouble de stress post-traumatique. Donc ça, on fait une étude spécifique là-dessus qui est très intéressant avec ces phénomènes de rebond. Il y a des personnes qui ont conservé des stigmates de traumatisme psychique toute leur vie. Alors, on ne fait pas d'examen psychiatrique, mais bon, on est spécialisé dans le psychotraumatisme. Il y a une partie des entretiens qui a été menée par un psychiatre qui dirige le centre psychotrauma de Strasbourg. On a une expertise dans ce domaine sans faire des tests. Vous voyez, on n'a pas besoin de questionnaires spécifiques pour faire des diagnostics. Et puis, il y a cette réapparition, je vous dis, tardive, qui est très importante. Et alors ça, c'est un travail que je voudrais faire, mais je ne sais pas si je pourrais le faire. C'est pouvoir travailler avec des gériatres, parce qu'on a beaucoup échangé avec des gériatres qui sont confrontés à ça. Hein, c'est-à-dire que les personnes de cette génération-là, eh bien, les personnes âgées qui ont des troubles cognitifs évoquent énormément cette période-là. Alors, il me reste 2-3 minutes, ça va? Ça va? 2-3 minutes? Parce que ça, je ne savais pas si j'allais vous le montrer. C'est la partie patrimoniale. Hein, je vous ai bien dit, il y a une partie scientifique. Je suis parti un peu vite. Hein, je suis allé un peu vite, il faut me faire confiance sur tout ce qu'on fera. Puis je viendrai vous en reparler dans 2 ans, une fois qu'on aura fait toutes les analyses. Et puis, il y a une partie patrimoniale. Alors, dans la partie patrimoniale, il y a les entretiens eux-mêmes, qu'il faut travailler, qu'il faut nettoyer, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de personnes citées et tout ça. Et ça, en fait, ça prend beaucoup de temps. Et puis, il y a aussi des photos. Alors, les photos, c'est-à-dire qu'à la fin, les personnes sont prévenues d'emblée, mais à la fin, on leur demande, est-ce qu'il y a un objet symbolique? Alors, on explique. Hein. Ça peut être une photo, ça peut être un peu n'importe quoi. Il y en a un, c'est une maison. Un autre, c'est une cabane américaine. Enfin, oui, c'est un objet au sens vraiment très large qui vous paraît symbolique de cette période. Alors, ça aussi, c'est enregistré et c'est très intéressant parce que c'est immédiat. La réponse, elle est immédiate. Généralement, il y a un objet. Des fois, il y en a 2, mais généralement, il y a un objet et c'est évident. C'est évident, les personnes se lèvent, ils vont chercher quand c'est un objet qui est dans un buffet ou qui est dans une vitrine ou dans le fond de la cour au lapin, vous voyez, parce que c'est une pioche américaine, vous voyez. Mais il y a un objet. Alors, je vais vous en montrer 3 qui correspondent à 3 personnes différentes. Ici, c'est dans un petit village à une vingtaine de kilomètres de Caen. C'est une tache de sang. Vous voyez, c'est la maison normande, c'est une des maisons qui est restée debout après le bombardement qui a été massif. Et c'est un gendarme résistant qui allait prévenir les gens qu'il devait arrêter le lendemain matin. Il prenait son vélo la nuit, hop, il allait prévenir les gens, faut te sauver parce que sinon je viens t'arrêter demain. Il prend une balle dans la tête par un Allemand et il vient ici mourir dans la maison. Et c'est la tache de sang, vous voyez, de sa tête. Et là, il y a le soldat allemand qui arrive et qui dit il y a un résistant dans cette maison.
il y a un résistant ici, il faut très vite l'enterrer. Et il s'en va. Voilà. Alors qu'il aurait pu faire fusiller toutes les personnes de la maison, parce que manifestement, il y avait un lien entre ce gendarme et puis le maire de la commune, parce que c'est la maison du maire de la commune. Et alors depuis, donc c'est la petite fille du maire qui habitait dans cette maison, et qui n'habite plus depuis... En fait, il se passe beaucoup de choses là, cet été, et qui nous a dit, bah, c'est ça que vous preniez en photo, hein, c'est ça, parce que depuis tout ce temps, bah, cette marche... alors la marche, on tombe dessus, vous voyez, vous rentrez dans la maison, elle n'est pas, c'est pas un escalier de service, elle est au milieu de la maison. Alors, ça, c'est un autre exemple que je trouve très intéressant, c'est un homme de la plaine de Caen qui a mis toute son énergie depuis toujours pour mettre en place le cimetière canadien de Saint-Au. Saint-Au, ça se passe, c'est à 20 km, 15-20 km au sud de Caen, en allant vers Falaise. Donc il y a un cimetière canadien. C'est le cimetière canadien, disons, de la bataille de Falaise. Les Canadiens ont été très présents ici. Puis il y a un deuxième cimetière canadien au bord de la mer, au Bény-sur-Mer, Revier. Donc il y a deux cimetières. Et ce monsieur, donc, il a mis toute son énergie pour que ce cimetière voit le jour. Et puis pour aussi rendre aux Canadiens la place dans cette bataille, qu'il n'avait pas à un moment donné, ou selon lui, qu'il n'avait pas suffisamment. Alors, il a été décoré à de multiples reprises. Oui, Gérard Deray, c'est pas son nom. Hein, Gérard Deray, c'est le nom d'un soldat qui a donné son don au cimetière, qui avait 16 ans. C'est-à-dire qui avait trifouillé sa carte d'identité. C'était que des volontaires, les Canadiens. Et donc, il avait changé son âge pour pouvoir venir débarquer en Normandie. Et donc, il a été tué juste à côté du cimetière. Alors, je vais finir par une note un peu plus gaie, parce que hein, c'est la fin de l'après-midi. Et ça, c'est quelque chose... Bah, c'est gai, pas gai, parce que malheureusement, le monsieur qui nous a reçus tellement gentiment au mois de juin, il est décédé le 27 août. Vous voyez, tout à fait récemment là. Et donc, mais bon, ce qu'il nous avait livré était extraordinaire, parce qu'il y avait beaucoup d'humour. Et donc ça se passe, c'est aussi un haut lieu de la bataille de Normandie, c'est Vierville-sur-Mer. Donc Vierville-sur-Mer, c'est Omaha Beach. Vous voyez, il y a Vierville, Saint-Laurent-sur-Mer, c'est Colville-sur-Mer. Hein. C'est là où il y a le grand cimetière américain. Hein, je pense que toutes les personnes qui sont allées là, dans cet endroit, ne voient plus le monde de la même façon. Donc, alors son père, c'est un résistant. Et c'est un spécialiste des pigeons voyageurs. Donc, lui, c'est son truc, c'est-à-dire qu'il va voir il repère la construction des blocos allemands, il met ça sur des petits papiers, et puis dans un bois, il m'a expliqué où est le bois, donc il y a les avions qui larguent les pigeons dans une espèce de container, donc il récupère les pigeons, il leur met un petit papier, et puis oui, et les pigeons repartent, et ça marche très bien. C'est pas Internet, mais ça marche très bien. Et alors, je crois que c'est 3 ans plus tard, en 1948, vous voyez, son père reçoit ce diplôme, enfin vraiment à l'anglaise, vous voyez, magnifique, comme quoi son père est honoré par la reine pour son activité de résistance liée à l'activité de pigeons voyageurs. Voilà. Alors ça, c'est mes petits copains, mes petits camarades, donc avec des historiens, des sociologues, parisiens, de Belges. Jean-François Auriane, il est professeur de sociologie, il nous a beaucoup aidés. Mélissa Allais, elle est spécialiste de l'identité narrative à Lille. Michael Lenné, c'est un collègue de Caen. Amaury Mangin, lui, il est psychiatre à Strasbourg, il est venu faire des entretiens aussi. Et puis là, c'est tout le staff, notamment qui a participé à certains entretiens et puis qui s'occupe des transcriptions, puis l'aspect logistique. Et puis là, en haut, c'est l'équipe de choc avec Peggy Kinette, ma collègue, l'étudiante Lucie d'Acosta Silva, qui ne connaissait pas bien la Normandie quand elle arrivait là, mais maintenant elle connaît tous les moindres petits villages, etc.
Et puis Valérie Rapeau, qui est la directrice du protocole et des relations internationales de la ville de Caen, qui a joué un rôle extrêmement important pour lancer l'étude. Voilà. Merci beaucoup.